L'Europe et vous, c'est votre rendez-vous Sudinfo qui décrypte l'actualité du Parlement européen. Au menu de ce 4e numéro, comment l'Europe veut améliorer vos technologies du quotidien. Sudinfo présente L'Europe et vous, un programme au cœur de l'actualité du Parlement européen. Cédric Beaufailly. Ces chargeurs de différents types, de différentes formes qui vous embêtent au quotidien. Bonne nouvelle, le Parlement européen va siffler la fin de la récréation. L'USB Type C va devenir le chargeur universel dans l'Union européenne d'ici la fin de 2024. Nous allons en parler dans cette interview. On abordera également la question du roaming national. Pour en discuter avec nous, Philippe Lamberts, bonjour. Bonjour. Vous êtes député européen écolo et membre du groupe parlementaire européen des Verts. Alors on débute cette interview avec la question du chargeur universel. Le Parlement européen a donc adopté de nouvelles règles pour faire de l'USB Type C la norme des chargeurs de petits appareils d'ici la fin 2024. De quels appareils parle-t-on ? Alors on parle bien sûr des téléphones portables, on parle des enceintes connectées, à terme on parlera peut-être d'appareils un petit peu plus gros, mais en tout cas c'est tous ces appareils, les petits appareils du quotidien qui peuplent nos salons, nos chambres, et dont les chargeurs peuplent des boîtes qui se remplissent, et quand on cherche évidemment on trouve jamais le bon. Donc je pense que c'est une bonne chose qu'on ait un chargeur unique pour que d'abord on puisse les utiliser sur la longue durée, qu'on ne doive pas les jeter, et surtout qu'ils sont interchangeables. La volonté du Parlement européen, c'est donc d'un côté améliorer le quotidien des utilisateurs, et de l'autre côté, c'est aussi de réduire considérablement les tonnes de déchets électroniques. Ah oui, absolument. Donc il y a vraiment ici, j'ai envie de dire, on joint l'utile à l'agréable, dans le sens où c'est à la fois une facilité dans la vie quotidienne, mais tous ces chargeurs non interchangeables, et on pense aussi aux chargeurs des PC portables par exemple, ils s'accumulent dans des boîtes. À un moment, on les jette. Et si vous allez dans un Reciparc, vous allez constater que les conteneurs de déchets électroniques contiennent une portion importante de ces chargeurs, dont on sait très bien que le recyclage n'est pas facile. Et donc, le fait de réduire en fait le nombre de chargeurs en circulation, même d'obliger les fabricants d'électronique, de petite électronique, à vendre l'appareil sans le chargeur et le chargeur séparément, de sorte que on n'achète pas chaque fois un nouveau chargeur chaque fois qu'on achète un nouvel appareil, eh bien ça va réduire en effet à la fois la production et donc le recyclage des déchets. C'est pas plus mal. Le meilleur déchet, c'est celui qu'on produit pas. Alors on va rentrer dans le détail un petit peu de ce qui a été voté au Parlement européen. Selon cette nouvelle législation, le consommateur va pouvoir choisir d'acheter ce nouvel appareil avec ou sans chargeur. Ça, c'est une grande nouveauté. Ça veut dire quoi ? C'est qu'il y aura deux prix différents ? Ah, il faudra, évidemment. Si on vous le met au même prix, ça n'a pas beaucoup de sens. Et en effet, si vous avez, et c'est mon cas par exemple, j'ai toute une série de chargeurs USB-C à la maison, j'ai pas, lorsque je remplace mon téléphone portable, je ne vais pas acheter encore un nouveau chargeur, puisque j'ai déjà ce qu'il faut. Donc c'est ça le but, c'est que les chargeurs durent plus longtemps et que donc on en achète moins. 2024, c'est quasiment demain. On sera vraiment prêt pour 2024 ? Ah j'espère bien. En tout cas, j'ai envie de dire quelque part, quand on regarde le monde de la petite électronique, ils vous poussent à remplacer vos équipements tout le temps. Donc, ils viennent pas nous dire qu'ils savent pas être prêts parce qu'ils changent de gamme au moins une fois par an. Donc, ils doivent être capables d'adapter leur production. On a bien vu la résistance des champions des systèmes totalement propriétaires. Je pense évidemment à Apple, qui capture son... J'allais y venir. En fait, quand vous êtes client Apple, vous êtes quasi obligé de rester chez Apple pour à peu près tout. Et donc, c'est pas étonnant quand vous voyez les résultats financiers de Apple, leurs marges de profitabilité sont énormes parce qu'en fait, ils jouissent d'une clientèle totalement captive. En les obligeant à s'adapter et à rejoindre notamment le chargeur universel, c'est une première petite encoche dans cette capture qu'ils ont de leurs clients. Mais la question que tout le monde se pose,
c'est Apple, Samsung, ils vont vraiment respecter ça? On y croit vraiment? Alors, l'expérience montre qu'il n'y a pas une multinationale au monde qui est prête à faire l'impasse sur le marché européen. Et en fait, c'est le principal levier de l'Union européenne, c'est la taille de son marché. Vous avez presque 1 demi-milliard de consommateurs qui sont en général, qui ont un niveau de vie, en tout cas, qui leur permet d'acheter des choses. Et donc, tout qui produit des produits de grande consommation sur la planète a intérêt à vendre en Europe parce qu'il y a un business à faire. Et si vous ne le faites pas, vos concurrents vont le faire. Et donc, si la condition d'accès au marché, c'est de vous plier aux règles de l'Union européenne, vous allez le faire. Et je le répète, on en parle assez peu souvent et je suis content qu'on en parle ici. En fait, le principal levier dont l'Union européenne dispose pour contraindre les multinationales, c'est l'accès au marché. Ça peut être sur le plan technique, ici c'est le chargeur universel, ça peut être sur le plan fiscal, ça peut être sur le plan du respect de normes de santé publique par exemple. Comme toutes ces multinationales veulent vendre ici, mais quelque part on les tient. Et ça c'est quelque chose où il faut la taille de l'Europe. La petite Belgique n'a pas le pouvoir, évidemment, d'imposer à Apple, à Samsung, à qui que ce soit, un chargeur unique. Parce que le marché intérieur belge est tout petit. Mais quand on parle du marché intérieur européen, là, évidemment, ça pèse. Et comme c'est unique, c'est intéressant aussi, parce que c'est tout de suite 1 demi-milliard de consommateurs, donc ça en vaut la peine. Je veux dire, pour les producteurs, ils savent que s'ils s'adaptent à notre marché, ils pourront quand même vendre des quantités importantes. Alors, je ne suis pas un spécialiste d'Apple, mais en préparant cette interview, j'ai lu par exemple que le nouvel iPhone 15, qui n'est pas encore sorti, mais qui donc va sortir d'ici quelques mois, je suppose, ce nouvel iPhone 15 ne prendra en charge que les accessoires USB-C certifiés par Apple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y aura 2 types de USB-C. Il y aura ceux certifiés par Apple et ceux certifiés entre guillemets par l'Union européenne. Et donc on risque d'avoir de nouveau des chargeurs avec des données, des vitesses de charge limitées. Ça sent pas bon, ça? Non, ça sent pas bon et j'étais pas au courant. Donc vous me l'apprenez. Honnêtement dit, connaissant Apple, ça m'étonne pas du tout qu'ils essaient quand même de dire ok, on va faire de l'USB-C, mais pas de l'USB-C universel. Et le chargeur sera donc moins bon? Oui, enfin ça c'est ce qu'ils vont aller raconter. Maintenant, honnêtement dit, la technologie de charge, c'est pas non plus de la science de très haut niveau. Donc il faut quand même pas exagérer non plus, parce que ça aussi, vous avez beaucoup entendu quand on a négocié le texte, mais avec la standardisation, l'Union européenne s'attaque au progrès. En fait, on va avoir un progrès qui est moins grand, moins rapide, et il nous faut donc laissez-nous la liberté pour les chargeurs parce que oui, bien sûr, il y a une rotation rapide des produits, mais ça nous permet de progresser vite. Mais cette idée d'abord du progrès toujours plus rapide, c'est bien gentil, mais la question qu'on doit se poser, c'est avons-nous besoin de ça? Autrement dit, est-ce que la vitesse de charge des chargeurs actuellement disponibles n'est pas tout simplement suffisante? Je veux dire, si on va prendre un téléphone portable, si vous pouvez le charger pendant la nuit et que le lendemain, il tient toute la journée pour faire ce que vous voulez faire, ça servirait pas à grand-chose de faire un truc qui charge beaucoup plus vite, parce que de toute manière, il tiendra quand même la journée. Et donc, vous êtes tranquille. Donc, à un moment aussi, c'est un peu... il faut réaliser que on a assez. On a assez de performance. On peut toujours se dire il faut toujours plus, mais non. En réalité, c'est aussi le toujours plus qui est en train de tuer notre planète. Alors ici, on parle d'un petit accessoire, mais cette idée qu'il faut aller toujours plus vite, toujours plus loin, toujours avoir toujours plus, à la fin, on arrive aux limites du temps disponible, des ressources disponibles, et donc cet argument du progrès à tout prix, il est pour moi complètement dépassé. Alors c'est vrai que dans l'histoire, si vous vous rappelez, ça c'était mon temps, mais les cassettes vidéo, il y avait divers standards qui existaient, et le standard qui s'est imposé, c'était pas le standard techniquement le plus avancé, c'était le VHS, alors que Sony avait son standard propriétaire qui était le Betamax, qui était technologiquement meilleur. Je crois que Philips avait, j'ai oublié le nom du standard V2000, je crois. Clairement, le standard qui avait été choisi à l'époque n'était pas technologiquement le plus avancé, mais c'était le plus répandu. Et à un moment, il y a un choix à faire, parce que si on choisit un standard qui
qui est certes avancé, mais qui est d'abord la propriété d'une seule entreprise. Alors là, quelque part, on donne une rente économique à cette entreprise-là, et c'est pas très correct non plus. Et par ailleurs, on force un remplacement massif d'équipements qui, de nouveau, en termes de ressources, en termes de déchets, n'est pas nécessairement souhaitable. Donc il y a un arbitrage à faire. Et parfois, c'est pas toujours le dernier carat de performance. Enfin, je vais le dire autrement. Le dernier carat de performance, parfois, est tellement coûteux en termes financiers, en termes de ressources, en termes de déchets pour la société, qu'il vaut peut-être mieux parfois ne pas aller le chercher. Autre sujet dans ce 4e épisode d'Europe et vous, on va parler du roaming national. Alors le roaming national, en résumé, c'est un abonné Proximus ou vous par exemple, qui pourrait dans une zone belge ne plus avoir de réseau, ça arrive assez souvent. Et donc cet abonné serait automatiquement basculé sur un réseau de la concurrence. Finalement, ce qui se fait quand on part à l'étranger, quand on part en France, on est basculé sur le réseau SFR ou Orange. En quoi est-ce important et est-ce vraiment un projet qui pourrait aboutir ici en Belgique et dans toute l'Europe forcément? Alors j'espère que ça va aboutir et en effet c'est quelque part le dernier kilomètre, le roaming et le fait de choisir l'opérateur qui a la meilleure couverture à un endroit donné, on l'a déjà presque partout. Et surtout quand on est belge, on est dans un petit pays, donc presque partout en Europe, c'est ce qu'on a. Donc le fait de faire arriver ça au niveau national, ça serait pas plus mal. Ici, on n'est pas tellement dans une logique de casser la rente. À l'époque où on a aboli le roaming international, on savait très bien que c'était le domaine d'activité où les opérateurs téléphoniques s'en mettaient plein les poches. Parce que quelque part, vous étiez captif. Enfin, ils vous faisaient payer des prix astronomiques pour un service, en fait, qui coûtait technologiquement pas plus cher. Je veux dire, téléphoner de Lille ou de Marseille ou téléphoner de Charleroi, c'est juste la même chose. Donc, technologiquement. Mais ils se faisaient des marges colossal. Et donc là, le moteur de l'abolition du roaming, ça a été de s'attaquer à une rente qui était indue, autrement dit à des profits. Quelque part, ces opérateurs trayaient l'utilisateur. Ici, la logique est plus une logique de service au public. Et quelque part, en fait, ça pose la question sous-jacente. Ouais, mais en fait, est-ce que ça a du sens là, c'est plutôt l'ingénieur qui parle, mais est-ce que ça a du sens d'avoir cette multiplicité de réseaux ? Et je fais souvent le parallèle entre les réseaux de télécom, les réseaux de distribution d'eau, les réseaux ferroviaires. Par essence, en fait, si vous regardez le ferroviaire ou les réseaux de distribution d'eau ou d'électricité, c'est des réseaux uniques, c'est des monopoles. En fait, il y a un réseau et puis il y a plusieurs producteurs d'électricité qui utilisent ce réseau pour vous fournir de l'électricité. Dans le domaine du train de marchandises, il y a plusieurs opérateurs qui vous proposent des services de transport sur un réseau unique. La question qu'on doit se poser, c'est est-ce que ça a du sens d'avoir physiquement 4 infrastructures différentes en Belgique avec 4 opérateurs. Alors, on peut avoir des opérateurs différents, mais est-ce que ça n'aurait pas du sens d'avoir un réseau unique? Parce que je pense que le roaming national, ça induira cette réflexion-là. C'est de dire, oui, mais finalement, si l'utilisateur a la liberté de basculer sur le meilleur réseau, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à avoir un réseau qui couvre tout le pays et sur lequel alors des opérateurs qui vous offrent des services vous proposent sont en concurrence pour vous offrir des services sur un réseau? Parce qu'aujourd'hui, la différence de couverture est de moins en moins importante. Mais évidemment, ça oblige tout le monde, tous les opérateurs, à aller mettre des antennes, y compris dans les coins les plus reculés. Et donc là, j'espère que ça induira une réflexion sur une manière plus optimale d'offrir le service de téléphonie mobile, qui est un service auquel nous tenons tous, évidemment. Ce roaming national, ce projet, on peut l'espérer pour quand? On a une idée de l'agenda? Non, en tout cas, à ce stade-ci, en tout cas, ça sera plus pour cette législature-ci. Ce sera pour la suivante. Il nous reste plus qu'un an, et on a encore un très, 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 très gros agenda législatif avant d'aboutir. Mais en tout cas, c'est certainement un de ces domaines où, sans faire trop de bruit,
l'Union européenne, je pense, contribue à améliorer le quotidien des gens. Et c'est pas toujours su parce que il y a un peu une tradition dans la politique nationale, c'est que ce qui va bien, c'est grâce au gouvernement national, et ce qui va mal, et ça c'est la faute de l'Europe, vous comprenez. Et on oublie parfois de dire mais il y a des choses qui se font et c'est parce qu'il y a eu une impulsion au niveau européen. On l'a vu avec le plan de relance européen consécutif à la pandémie du Covid. Il y a un certain nombre de projets en Belgique qui vont se faire avec des financements européens et c'est pas plus mal. Philippe Lamberts, merci beaucoup. On rappelle que vous êtes député européen écolo, membre du groupe des Verts Alliance Libre Européenne. Prochain épisode d'Europe et vous, on vous parlera notamment de la réalité des travailleurs de plateformes comme Uber ou Deliveroo. Le député européen Marc Botenga sera notre invité. Merci beaucoup. Merci. Sudinfo présente l'Europe et vous, un programme au cœur de l'actualité du Parlement européen. Cédric Beaufailly.